Merci beaucoup de votre invitation, Marianne, et puis merci au comité d'histoire de la ville de Paris. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui pour vous présenter ce sujet et puis mes recherches, même si voilà, ce sera en 1 heure et quart maximum, donc on va aller assez vite. Et effectivement, c'est un vaste sujet. La photographie de mode, moyen de promotion et de diffusion de la haute couture. Vous vous en doutez, on peut le traiter sous différents angles, de multiples façons, hein. C'est un sujet voilà, aussi avec des bandes chronologiques qui peuvent être très larges. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le circonscrire au milieu du 19e siècle et au début du 20e. Vous vous en doutez, pour faire le lien avec l'exposition Vort. Ce qui me donne aussi l'occasion de revenir sur cette période que je n'avais pas traitée pendant ma thèse, le 19e siècle, donc revenir aux origines de la photographie de mode afin de comprendre quelle est sa nature, quelle est son identité, comprendre quelle est une image complexe et comment finalement elle a réussi à se faire sa place au sein de revues de mode et peu à peu à détrôner l'illustration qui était le moyen privilégié de promotion et de diffusion de la haute couture jusqu'aux années 30. Ce qui me mène donc d'emblée à revenir sur des définitions qui sont importantes pour bien poser les bases avant de rentrer dans le cœur du sujet. Donc je vais être un petit peu scolaire au début, mais je pense qu'il faut vraiment revenir sur la définition de ce qu'est la photographie, la haute couture, la mode, et puis la modernité, puisque vous allez voir que c'est une période particulièrement intéressante et où tout se joue. Et nous allons donc questionner ces points de convergence afin de se demander donc dans quel contexte ce type de photographie va-t-il émerger et quel rôle la presse de mode va-t-elle jouer en ce sens. Donc, comment la photographie de mode va être usitée par la presse de mode et inversement par les maisons de couture. Sachez que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce qu'il y a peu de sources. Nous reviendrons sur ce sujet plus tard. Mais effectivement, les sources sont très lacunaires. Donc, pour ma part, j'ai essayé aujourd'hui de comprendre pourquoi, en me basant sur les sources que j'ai pu trouver, pourquoi la haute couture a tant tardé à exploiter la photographie de mode comme moyen de diffusion et de promotion. Et donc, je vais observer ces moments transitionnels d'acceptation, d'intégration de la photographie en remplacement donc de l'illustration, ce qui nous mènera à nous demander quelle spécificité le médium photographique a-t-il su développer. Alors, en premier lieu, revenons à la définition donc tout simplement de la photographie. Hein, je vous fais un rappel. L'invention de la photographie date de 1839 avec le daguerreotype. Hein, c'est le Français-Louis Daguerre qui va fixer une image sur une plaque de cuivre qui est recouverte d'iodure d'argent et qui est photosensible. Et pour la première fois, on va enregistrer une image de façon permanente, mais ce procédé ne permet pas encore de reproduction d'une image. Donc il faut attendre. Donc là, c'est la première image de Louis Daguerre. Et puis ensuite, cet outil, le daguerreotype, qui va produire ce type d'image unique. Et ensuite, il faut attendre quelques mois plus tard de la même année pour que soit breveté le calotype, donc qui signifie la belle image, de l'anglais William Henry Fox Talbot. Celui-ci donc va obtenir un positif par contact, c'est-à-dire que l'on peut désormais, à partir d'un négatif unique, tirer plusieurs positifs. Et c'est une révolution car cette fois l'image est devenue reproductible, comme la gravure, et elle est modifiable à volonté. Donc Talbot a ouvert la voie à de nombreuses autres inventions, le cyanotype, le collodion humide, l'argentique. Mais ce que l'on peut dire, c'est que c'est sur ce principe de dissociation positif-négatif que va s'écrire donc toute cette histoire de la photographie, et donc de la photographie de mode, pendant plus de 150 ans, jusqu'à l'arrivée du numérique. Alors, cette invention de la photographie va précéder de quelques années seulement l'avènement de la haute couture. Et donc, comment définissons-nous la haute couture ? Vous avez certainement vu l'exposition et lu le très beau catalogue, mais tout de même, je me permets de le rappeler. Comment on différencie la haute couture de la mode ? On va le voir. La haute couture donc, est définie comme un secteur professionnel très codifié dans lequel exercent les créateurs de vêtements de luxe.
Et ces maisons de haute couture doivent répondre à un certain nombre de critères relatifs à leur organisation, donc le nombre d'employés et d'ateliers, le nombre de défilés dans le calendrier, le nombre de passages par défilé, le travail réalisé à la main dans les ateliers et les critères d'unicité, ou encore la quantité d'utilisation de surface de tissu. Ce terme de haute couture, sachez qu'il va apparaître assez tardivement, puisque eh bien, même si on date cet acte de 1858 avec la fondation de la maison de haute couture de Charles Frédéric Worth, pardon, excusez-moi, eh bien, c'est rétrospectivement, dans les années 1880, en concomitance donc avec l'émergence du mot couturier, que eh bien, on date précisément cet avènement de la haute couture. Et c'est ensuite, au début du XXe siècle, que Charles Frédéric Worth sera consacré comme le père fondateur de la couture, donc consacré par plusieurs historiens. Et je reviens sur ce très beau livre de la Maison Worth, édité par Madame Trubertolu, Madame Tétarvitu et Monsieur Attenberg et Olivieri, que je vous conseille de lire. Dans cet ouvrage, voilà, il justifie la formule de père de la haute couture en disant que Worth est la pierre de touche d'une transformation du métier de la couture pour dames qui apparaît à partir des années 1860-1870 et qui consiste à associer le travail de la couturière en robe aux pratiques de la confection et de la commercialisation des magasins de mode parisiens. Alors cela coïncide aussi avec cette période de transformation de la couture parisienne depuis l'essor des magasins de nouveautés, c'est-à-dire depuis les années 1830-1840. Donc dire que Worth est le fondateur et le père de la haute couture, bien sûr, nous invite à voir aussi qui étaient ses concurrents, puisqu'il a eu des prédécesseurs, et notamment il faut citer la fameuse Madame Roger, qui l'a beaucoup inspiré. Et pourtant, pourquoi c'est lui qui est resté dans l'histoire ? Eh bien, son nom est resté célèbre parce qu'en se tournant du siècle, bien qu'il ne soit pas unique, là je cite justement les auteurs de ce bel ouvrage, eh bien, il va réussir à, on va dire, viser une clientèle internationale et à graver son nom, finalement, à éclipser ses concurrents grâce à cette renommée internationale. Et pourtant, il avait aussi les mêmes pratiques commerciales que ses concurrents. Il est aussi dit qu'il réussit finalement à avoir une grande avance dans le domaine du marketing. Et c'est ce qui va aussi creuser finalement l'écart avec ses concurrents. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, cette stratégie média. Finalement, quelle est la stratégie média de la Maison Worth, première génération et deuxième génération. Donc, je reviendrai sur cette stratégie média un petit peu plus tard. Et à présent, on va définir la différence entre mode et haute couture. Peut-être que vous vous en doutez. Eh bien, la mode est en tout cas, a trait avec une industrie. Et même si c'est un phénomène que l'on définit comme un phénomène social, culturel, esthétique, qui va se renouveler donc avec ses logiques propres, eh bien, elle va se définir en premier lieu par cette relation avec l'industrie. Donc la mode est une organisation spécifique qui est portée par l'industrialisation du commerce de vêtements et d'accessoires et qui est née à la fin du Moyen-Âge dans un monde en voie d'urbanisation, à la naissance du capitalisme et des échanges commerciaux. Et c'est très important pour comprendre la nature de la photographie de mode et pourquoi elle va toujours être dépréciée tout au long de cette histoire, dépréciée dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la photographie, parce qu'elle aura bien sûr ce lien intrinsèque avec le capitalisme, avec le mercantilisme. Et cette étiquette va lui coller à la peau jusqu'à récemment finalement. Et va aussi expliquer pourquoi, comme je vous le disais, on trouve peu de sources sur le sujet, parce que c'était finalement des sources qui étaient considérées comme peu intéressantes, comme en tout cas pas forcément utiles à conserver. Donc voilà, il y a eu énormément de pertes de corpus d'archives, que ce soit dans les maisons de mode ou que ce soit aussi dans les groupes de presse. Donc voilà, je reviens à cette opposition d'ailleurs entre mode et haute couture. On dit souvent que la mode est un art appliqué, tandis que la haute couture est un artisanat ancestral devenu une sorte de 8e art. Et là, je cite les mots de Christian Lacroix dans cet ouvrage de la Maison Worth. Mais on oublie aussi qu'au principe même de la haute couture, et là, je rappelle l'exposition du Petit Palais, qui est
qui définit dès l'entrée de l'exposition ce qu'est la haute couture, eh bien, et que va apporter Vort, en tout cas dans cette histoire. Les commissaires écrivent donc que Vort adapte les principes sériels de la confection aux formes individualisées de modèles réputés uniques. Donc là, vous voyez, on voit poindre des points de convergence entre haute couture et photographie de mode, c'est-à-dire l'idée à la fois d'unicité, de reproductibilité et de multiplicité, qui ne sont plus antinomiques, mais aussi le rapport au commerce et à l'industrie, puisque le vêtement, comme la photographie, va trouver dans l'industrialisation un moyen d'étendre sa diffusion. Et il y a aussi cette double volonté à la fois d'être unique, de faire œuvre, et en même temps d'être un bien de grande consommation. Donc voilà, il y a une quête d'exclusivité, une volonté de donner un accès au plus grand nombre, et c'est sur cette dichotomie que va se fonder en fait toute l'identité et la nature de la photographie de mode. Et finalement, je terminerai donc ces points de convergence avec son rapport à l'art, cette intégration progressive au champ de l'art, puisque toutes les deux vont traverser des perspectives et des problématiques similaires, c'est-à-dire ce rapport marqué par un rapport donc hiérarchique aux formes officielles d'un art majeur. Et toutes les deux vont être perpétuellement en quête de reconnaissance et de légitimité. Donc, à présent, oui, j'ai oublié de vous montrer cette très, très belle photo de Jean Boyer, de l'intérieur de la Maison Vort, que l'on retrouve dans l'exposition d'ailleurs. À présent, donc, définissons... Non, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer aussi cet ouvrage que vous connaissez peut-être de Émile Delahaye et Valérie Mendes, The House of Words, Portrait of an Archive, qui est pour moi un ouvrage assez fascinant puisqu'on se retrouve au Victoria and Albert Museum et il y a aussi un texte dans le catalogue de l'exposition du Petit Palais qui parle de ces archives. Et on se retrouve ici dans les coulisses, behind the scene de cette maison de couture donc dans les années 20. Et c'est des photographies qui sont très intéressantes et on voit finalement les ateliers, les occupations des petites mains, entre guillemets, et c'est assez rare de voir ces archives-là, donc je vous invite à regarder cet ouvrage. Et j'aimerais, pour ma part, en savoir plus sur ce qui est déposé au Victoria and Albert Museum en termes de photographie, parce que dans cet ouvrage, elle parle beaucoup de dépôts de modèles. On sait que la maison Vort a énormément documenté ses collections chaque année. Donc, il y a énormément de photographies juridiques de dépôts de modèles. Mais je me demandais si, effectivement, il y avait aussi des correspondances avec des revues de mode ou avec d'autres maisons de couture qui pourraient nous renseigner sur ce rapport complexe entre promotion et diffusion. Donc voilà, à creuser. Vous voyez, c'est toujours finalement une thèse qui n'est jamais finie et qui peut-être me mènera sur une autre thèse, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, commençons par définir ce qu'est une photographie de mode. Comme je vous disais, c'est avant tout une image qui va être reproductible et qui va faire la promotion d'un produit. Donc on est sur une représentation d'un vêtement ou d'un accessoire en vue de sa commercialisation. Et cette fonction donc commerciale va la distinguer des autres genres photographiques que sont donc le portrait, la nature morte, la photographie de théâtre ou de scène, et puis le cliché pornographique qui aussi apparaît au XIXe siècle. Donc, en deuxième lieu, c'est aussi très important, c'est une mise en scène. C'est ça qui va la différencier justement des photographies de socialité, ce que l'on va voir après, ou de ces portraits, de ces photographies de scène ou de théâtre. Donc c'est une narration stylisée, on construit une histoire autour du vêtement, d'un accessoire ou du mannequin, et c'est une histoire qui doit exprimer, en tout cas dans cette première moitié du XXe siècle, qui doit exprimer la notion d'élégance, la notion de rang social, et qui doit informer sur la qualité du vêtement. Donner beaucoup d'informations précises sur la toilette afin que la consommatrice ou la lectrice qui la découvre dans le magazine puisse ensuite avoir toutes les informations pour aller se la procurer en grand magasin. Donc, au départ, c'est effectivement une photographie qui donne des informations, qui se doit d'être lisible, même s'il peut y avoir une intention artistique, elle se doit de donner des informations et elle a aussi un pouvoir d'idéalisation. Donc voilà, elle va en troisième lieu être définie par son rapport en fait à sa diffusion dans différents supports. Une revue de mode, bien sûr, mais on peut aussi dire un panneau publicitaire. Aujourd'hui, une plateforme numérique, les réseaux sociaux, voilà, elle a de multiples supports pour être diffusée. Et c'est très important puisque, effectivement, elle doit être vue et montrée.
Et en quatrième lieu, eh bien, c'est une image qui va s'appliquer à mettre en œuvre l'étendue donc, de ses capacités techniques et artistiques. Donc, elle va être constituée d'éléments graphiques, de couleurs, d'échelles de tons, de composition, d'un éclairage spécifique qui vont exprimer la personnalité du photographe et qui vont en déterminer la qualité esthétique. Et pour finir, cinquième trait, eh bien, je dirais que c'est une image hybride. Et c'est là, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est justement ce rôle, puisqu'elle agit comme un puissant catalyseur. Elle va interagir à la fois avec d'autres arts majeurs et mineurs. Alors, on peut par exemple voir son rapport au théâtre, à la danse, pour ce qui est du 19e siècle, son rapport aussi au cinéma ensuite, au reportage. On va parler de la photographie de mode sur les champs de course. Son rapport aussi au design publicitaire, aux arts visuels en général. Donc voilà, elle est à la fois avide d'expérience et de nouvelles expérimentations techniques, donc elle va volontiers se laisser interpénétrer, et c'est ça aussi qui va déjouer en sa défaveur, puisqu'on va avoir du mal à la considérer comme un genre à part entière, ou en tout cas comme une discipline autonome qui aurait ses propres codes et son propre langage. Donc je vous ai mis cette très belle série d'Edward Steichen, qui est considérée comme la première série éditoriale de photographie de mode, qui apparaît en juin 1911. Et vous voyez, là je vous ai mis que 7 pages, mais c'est une... pardon, je reviens. C'est une série... Voilà, 5 pages, pardon. C'est une série qui, pour la première fois, présente une narration stylisée. Et donc, elle apparaît... Oups, excusez-moi, j'ai laissé une petite coquille dans mon dans mon PowerPoint. Donc, elle apparaît en juin 1911 dans la revue Art et Décoration, qui est une revue d'art et qui est éditée par notre fameux Lucien Vogel, dont je vais aussi reparler après, qui est un éditeur d'art très connu. D'ailleurs, Sophie Kurjan, que vous avez peut-être vu à la conférence précédente, a fait sa thèse sur Lucien Vogel et Maurice de Bruneuf, deux grands éditeurs d'art français. Il est donc l'éditeur aussi de la Gazette du Bon Ton à partir de 1912, de La Vie heureuse, et il va devenir en tout cas directeur artistique du Vogue français, etc. Donc c'est un grand nom de l'édition d'art, et c'est le premier qui va vouloir, en tout cas, mettre en relation un photographe artiste, qui est donc notre fameux Edward Steichen, un photographe américain qui est reconnu déjà comme un photographe, on va dire, qui a un style photographique. Il applique les principes à l'époque du pictorialisme. Donc pictorialisme, c'est un mouvement qui est apparu à partir des années 1880, qu'on a aussi appelé au début à New York le mouvement photosécession, et qui va vouloir réévaluer justement le statut de la photographie, non plus considérée comme seulement une image mécanique, une image reproductive, donc mécanique, mais une image qui a une intention artistique. Et le pictorialisme va appliquer donc les mêmes outils que l'art pictural, c'est-à-dire le flouté, l'aspect pigmentaire, l'aspect très matéré de l'image. Ils vont en tout cas gratter l'image pour lui donner du relief, etc. Et on voit ici que Steichen, donc pour la première fois, s'essaie à la photographie de mode parce qu'il est mis en relation par Lucien Vogel avec notre fameux Paul Poiret. Et on sait que les deux ne se sont pas rencontrés, c'est-à-dire que Steichen n'a pas rencontré Paul Poiret, mais on sait que pour la première fois, eh bien, Edward Steichen va créer une histoire autour d'une collection, autour donc d'un produit à promouvoir. Voilà, donc retenez bien cette date puisque elle est voilà, très, très importante pour notre propos. Ensuite, que va-t-il donc se passer, vous allez me dire, entre l'avènement de la photographie, 1839, et 1911, eh bien, plus d'un demi-siècle, donc c'est énorme. Et pourquoi pourquoi il y a une si lente transposition, une si lente acceptation de ce que peut être une photographie de mode? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, avant donc de nous demander pourquoi cette discipline a émergé si tardivement. Demandons-nous donc quel est le dénominateur commun entre photographie, mode et haute couture. Eh bien,
juste, voilà, pour rappeler, on est dans le siècle de l'avènement de la société, en tout cas de la société qui rentre dans la grande consommation, dans l'ère de la modernité. Et donc cette modernité va se faire le dénominateur commun avec des notions clés que sont l'industrialisation, la modernisation des infrastructures, l'urbanisation de la capitale parisienne. Je vais revenir après, voilà. L'urbanisation de la capitale parisienne. Vous voyez ici les grandes transformations qui ont lieu sous l'Empire, sous l'ère de Napoléon III et du baron Haussmann. Donc une période voilà, d'expérimentation aussi et une période de diffusion et de consommation. Donc ces processus vont impliquer la quête de progrès, les notions de mouvement, de vitesse, de changement qui vont être caractéristiques de cette seconde moitié du XIXe siècle. Alors, donc, rappelons-nous que finalement, l'avènement d'une image reproductible et pour la mode, le passage d'un art artisanal à un début de sérialisation vont être un moment charnière. C'est pour cela que je voulais vraiment insister sur cette période-là. Et rappelons-nous aussi que l'invention de la photographie va bouleverser le système de classification des arts en faisant craindre donc une assimilation possible entre une forme d'art et un procédé industriel. Donc, de ce fait, vont en résulter moult débats. C'est pour cela que je voulais vous montrer cet ouvrage de Paul-Louis Roubert, qui revient donc sur ces premiers débats très virulents qui ont été collectés voilà, à Loré, donc en 1850-1860. Et Paul-Louis Roubert, qui était un historien de la photographie qui enseigne à Paris 8, il est revenu pendant sa thèse sur ce schisme qui est créé par l'avènement du médium indiciel. Et il va notamment nous transcrire ce fameux pamphlet de Charles Baudelaire lors du salon de 1859, qui s'intitule « Le public moderne et la photographie », et qui va proclamer que la photographie doit rester l'humble servante des sciences et des arts, et non le refuge des peintres ratés, qui trouveraient dans sa faculté à reproduire le réel un avantage certain. Alors, ironie de l'histoire, comme vous le voyez sur ces photos, eh bien, Baudelaire va un petit peu renier ses propos et lui-même se faire photographier par le grand Nadar. Donc, on peut dire que Baudelaire, finalement, il est à la fois attiré et répulsé par la modernité. Il va vouloir en cerner les contours dans un autre ouvrage, d'ailleurs, Le peintre de la vie moderne, en 1863. Et il va, dans cet ouvrage, tâcher aussi de définir la modernité en la reliant à la mode. Et pour lui, donc, il décrit que la mode peut être le premier exemple de modernité, car elle capture parfaitement l'esprit du temps, avec ses changements de style permanents. Et donc la mode est essentiellement affaire de nouveautés, de variables, d'intangibles. C'est un procédé continu sans forme permanente. Donc pour lui, ce qui fait la relation de la mode au temps en fait donc la quintessence de la modernité, en disant aussi que la mode, eh bien, elle s'auto-alimente, elle s'auto-détruit pour créer de la nouveauté et démoder ce qui hier encore était dans l'air du temps. Donc on voit ici que eh bien, c'est un autre élément clé pour définir la photographie de mode, puisqu'effectivement la photographie de mode va être un enregistrement de son temps. Et c'est pourquoi elle va être difficilement saisissable, puisqu'elle a cet impératif de suivre la mode, de la représenter, de capturer l'esprit du temps à un instant précis. Et voilà, elle va incarner le présent à son paroxysme, comme on dit, mais de ce fait, elle va être sous la tyrannie du temps, sous le joug de la tyrannie du temps, puisqu'elle va par conséquent être vite passée de mode, de la même façon qu'un style photographique va vite passer de mode. Donc voilà, c'est aussi ce que je vous disais précédemment, finalement, il y a le pour et le contre, hein, c'est ce que fait Baudelaire, il pèse le pour et le contre. Finalement, ce qui rend la mode unique, c'est son désir d'innovation. Or, pour ses détracteurs, eh bien, la mode va être un mensonge cachant la laideur du capitalisme. Et pour les moralistes, la mode ne pourra jamais exprimer une vérité universelle. Donc vous voyez, ça aussi, ça va peser sur la considération de ce que peut être une image, en tout cas une photographie de mode, tout au long donc, du XXe siècle. Ces changements donc, de paradigme et toutes ces réticences que cela implique font écho bien sûr à cette peur de la modernité, une peur de l'entrée dans l'ère industrielle, dans l'ère de la grande consommation.
Et en même temps, eh bien, c'est dans ce contexte de fascination et de répulsion pour le progrès que la photographie va trouver sa place et sa fonction dans des revues de mode. Donc, avançons un petit peu et demandons-nous à présent, eh bien, d'où vient-elle? Quelle est sa nature? Je voulais revenir donc à ces fameux portraits cartes, hein, les portraits cartes de visite, puisque ce sont, on peut dire, c'est un peu l'ancêtre finalement de la photographie de mode. Et revenons aussi sur le fait que, bien sûr, avant ces portraits cartes, eh bien, quel va être la première utilité, le premier usage de la photographie? On l'a un petit peu dit, c'est qu'elle va venir servir la science, documenter les transformations de la capitale, photographier donc les architectures en béton, l'implantation des usines, les machines, etc. Elle va être une image presque documentaire. Et à la même période, eh bien, elle va venir flatter aussi la vanité de cette classe sociale aristocratique, de cette classe sociale triomphante, la bourgeoisie, attention, c'est pas la même chose, qui va s'emparer de cette invention du portrait carte de visite. Donc c'est un procédé qui est breveté par le photographe André Adolphe Eugène Disdéry en 1854, et vous en avez d'ailleurs de très beaux exemples dans l'exposition, notamment ce petit portrait carte de Pauline de Metternich, qui était l'influenceuse, entre guillemets, qui a introduit Charles-Frédéric Worth auprès de l'impératrice Eugénie, comme vous le savez. Et donc voilà, ce portrait carte était vendu au client ou à la cliente sous forme d'une petite image rectangulaire collée sur un carton au nom du photographe. Mais sachez qu'au moment de la prise de vue, plusieurs portraits étaient juxtaposés sur le même négatif, constituant une sorte de mosaïque comparable un petit peu au photomaton. Donc, il y a un aspect sériel très important. On pouvait à la fois demander un grand portrait, un moyen 4 petits, jusqu'à 8 petites photographies. Donc, il pouvait s'agir aussi soit de la même image saisie ou de plusieurs poses successives. Et c'est une sorte de petite carte d'identité qui va s'imposer, en fait, qui va être distribuée par les femmes de la bourgeoisie comme un peu on distribue son effigie à qui le veut bien, et qui va voir donc le vêtement prendre une grande importance, puisque même si on ne peut pas parler de photographie de mode, on voit bien que les femmes posent dans leurs plus beaux atours, leurs robes de grand couturier. Et on est vraiment là aux prémices finalement de cette histoire, puisque de la même façon que la haute aristocratie se faisait tirer le portrait par un peintre, et bien ici on va aller dans un studio de photographe et bien repartir avec sa petite image dans son joli sac. Donc là il y a cet aspect aussi très important, l'aspect démocratique. La photographie va se faire vraiment un outil démocratique pour répondre donc aux enjeux de la modernité et va vouloir estomper les distinctions de classe. On le voit d'ailleurs, si vous regardez un petit peu les photos qui sont vendues à l'époque sur les grands boulevards, on a à la fois des portraits de familles impériales, royales, aristocratiques, mais aussi des personnalités de la littérature et du théâtre. Donc cette image, elle va vraiment se répandre finalement dans toutes les strates de la société et finalement aussi arriver à fasciner l'aristocratie. Donc voilà, la photographie de socialité. Ici, donc, c'est la marque des clientes de Worth qui va envoyer d'ailleurs son portrait carte au fils, à Jean-Philippe Worth, qui va le publier dans cet ouvrage Century of Fashion un peu plus tard. Et on voit la dédicace d'ailleurs de la marquise sur la photo. Il y a aussi la marquise de Pourtalès qui fait cette dédicace pour remercier le couturier. Donc voilà, ce qu'on voit ici, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les clientes qui envoient leurs photographies au couturier. Donc ça nous dit déjà, ça nous indique, on donne quelques indices sur la notion de diffusion. Et même si voilà, ce nouveau médium va fasciner toutes les classes sociales, eh bien, on va se rendre compte qu'elles vont chacune avoir un usage différent quant à sa diffusion. Puisque la photographie va avoir, pour les classes sociales aristocratiques, un caractère encore privé. Alors là, j'avance un petit peu. Je reviens sur cette magnifique image que vous connaissez de Paul Tournachon, donc le fils de Félix Tournachon, le grand nadar.
et qui va donc donner des cours d'ailleurs à la comtesse de Greffule et qui va jouer le jeu avec elle, puisque c'était une femme d'une grande beauté, comme vous le savez, mais qui a souhaité immortaliser sa beauté en faisant appel donc au plus grand studio parisien. Et il y a eu une très belle exposition au Palais Galliera en 2015-2016. C'était la couverture du catalogue d'ailleurs. Là, c'est une image d'Otto Weniger. Et on constate, en fait, dans cette exposition qui présentait à la fois de multiples formats et tirages photographiques, mais aussi des films, on constate que la comtesse a vraiment une appétence à la fois pour le médium photographique et cinématographique, et qu'elle aime particulièrement jouer avec l'objectif. Elle prend du plaisir, en tout cas, à mirer son reflet. Et comme va le dire Sylvie Lécalier, donc responsable chargée de la collection photographique au Palais Galliera, dans ce très beau catalogue, elle va expliquer que la comtesse revendique elle-même sa relation à la photographie comme privée et en réserve la diffusion à quelques proches. Et on sait que même le malheureux Marcel Proust va réclamer jusqu'à 2 jours avant sa mort cette fameuse photo de Paul Nadar, mais va se voir débouté par la comtesse et son cousin Robert de Montesquieu, qui vont lui refuser cet envoi. Alors, c'est ce qui m'a un petit peu intriguée, c'est pourquoi finalement ces photographies ne sont pas à l'époque diffusées, pourquoi elles sont considérées comme elles doivent rester dans la sphère intime. Alors qu'à la même époque, on commence à voir des photographies d'actrices, de célébrités se diffuser dans la presse. Là, on est un petit peu plus tardif, en 1901, mais voilà, ça commence dans les années 1890. Et donc la presse va avoir ce rôle de relais, finalement. Elle va compter les apparitions publiques et les activités mondaines des femmes, des socialités et des grandes mondaines, mais elle ne va pas présenter de photographie. Donc c'est assez fascinant, puisqu'on a à la fois un médium qui fascine. Le daguerréotype a été une invention qui a été couronnée de succès. Tout le monde veut avoir son image. Et pourtant, ça arrive très très tardivement dans la presse. Alors avant de revenir sur cette question du caractère tardif dans les revues de mode, je voulais vous donner un contre-exemple aussi fascinant que vous connaissez peut-être, mais celui de la comtesse de Castiglione, Virginia Aldooni, qui est liée bien sûr aux intrigues politiques et galantes du Second Empire, puisqu'elle a été la maîtresse de l'empereur Napoléon III, comme vous le savez peut-être. Donc voilà, elle arrive à Paris, elle a 18 ans, elle est une cousine de Cavour et l'intime de Victor Emmanuel de Savoie, qui est le roi de Piémont, et elle est envoyée à Paris en 1856 pour plaider la cause de l'unité italienne auprès de Napoléon III. Et elle va faire sensation, elle va embraser la capitale lors de ses apparitions dans les soirées mondaines, notamment parce qu'elle aime revêtir des toilettes extravagantes. Et ce qui est assez fascinant, c'est que cette comtesse aussi va vouloir développer son narcissisme en travaillant pendant plus de 40 années avec le photographe officiel de la cour impériale, qui est Pierre-Louis Pierson. Et elle va se faire photographier à différentes périodes de sa vie, pendant 40 ans, comme je vous disais, de 1856 à 1895, dans des toilettes et des poses qui lui sont propres, puisqu'elle les invente elle-même. Donc ici, on n'est pas sur la représentation de robes de grands couturiers, ce sont des costumes qu'elle se crée elle-même ou qu'elle se fait créer. Et plus de 500 prises de vue vont célébrer donc son image, qui ont été aussi consignées dans une très belle exposition au musée d'Orsay il y a quelques années. Et on sait que lors de ces séances de prise de vue, contrairement à ce qu'il était coutume de faire, eh bien, c'est la comtesse elle-même qui va déterminer l'expression, le geste, l'attitude, selon un rituel qu'elle déterminait elle-même. Donc elle va aussi décider des décors qui sont variés, et elle va incarner plusieurs rôles ou de multiples personnages historiques. Alors ici, elle incarne le rôle, vous voyez, de la Carmélite à droite, ici de la Dame de cœur, ou de la reine d'Étrurie, et elle va aussi avoir cette audace finalement de dévoiler ses chevilles ou une partie de son corps, ce qui sera vraiment assez mal perçu à cette époque-là. Et elle va donc vouloir se mettre à nu. Finalement, c'est vraiment une mise en scène de soi, et c'est la première volonté de se mettre en scène, en tout cas la première
mise en scène documentée qui nous reste de cette période-là. Elle va aussi jouer avec les intitulés, les titres de ces tirages, puisque par exemple, ici, elle va baptiser cette image « La frayeur ». Ou alors l'image précédente que vous avez vue ici, Scherzio di Follia, donc exercice de la folie. Donc c'est elle aussi qui donne ces titres. Et je reviens sur cette image de la frayeur, puisque eh bien, elle est rehaussée de couleurs, comme vous le voyez, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au verso, elle a apposé en fait des corrections, des petites annotations écrites au photographe. Donc une indication de la façon dont elle voulait diriger ce shooting. On n'est pas sur la photo de mode, mais quand même, on peut parler d'un shooting. Et c'est assez drôle, voilà, je vous laisse lire ce qu'elle a écrit. Mais elle va vraiment orchestrer complètement cette mise en scène. Au final, elle va même vouloir décider de sa diffusion. Et c'est là où l'exemple est intéressant, puisque pour la première fois, eh bien, ces photographies vont être présentées à l'exposition universelle de 1867, du moins une sélection, dans la section photographique. Et bien sûr, cela a son importance, puisque cette exposition a été inaugurée par Napoléon III. Et on va y voir d'autres photos d'ailleurs de la maison Meyer et Pierson. On sait qu'elle va espérer en vain recevoir un billet d'exposante, mais on va lui répondre qu'on ne peut accéder à sa requête. Donc finalement, est-ce qu'elle n'est pas allée trop loin? Finalement, elle n'a pas devancé son temps? Quoi qu'il en soit, la réception de ces photos va être très houleuse. Elle va se faire conspuer par la haute société. Qu'il va juger ces photographies indécentes. Une femme de son rang ne se fait pas photographier, en tout cas dans ses postures qui sont vraiment trop audacieuses, et surtout, ces photos ne sont pas censées être diffusées. Donc voilà, elle va quand même devenir un véritable objet de fascination, et je reviens à ce fameux Robert de Montesquieu, on le sait, qui va lui vouer un véritable culte. Donc, des années après, cette œuvre photographique de la comtesse continue de fasciner, d'interroger sur la définition de l'identité, du statut du corps intime et social, et sur le fait que ces narrations vont en tout cas créer une confusion entre réel et virtuel. C'est ce qui nous fait dire que ces photographies sont à la source même de ce que pourrait être une photographie de mode, à ceci près que, ici, elle n'est pas là pour faire la promotion d'une toilette ou d'un accessoire. Donc, avançons un petit peu maintenant et revenons aux stratégies médias de notre Charles-Frédéric Worth. Alors, peut-être que Charles-Frédéric Worth, d'ailleurs, a vu ces photos de la comtesse de Castiglione, puisqu'il a visité l'Expo universelle de 67. Peut-être qu'il a été tout à fait fasciné ou, au contraire, répulsé par ces images diffusées. Mais ce qui nous amène en tout cas à considérer son rapport à la photographie et à s'interroger sur son usage pour promouvoir ses créations. Alors, dans cet ouvrage sur la maison Worth, on sait qu'il met en place une communication stratégique et efficace dès 1859 pour attirer cette clientèle internationale. Et on sait qu'il va solliciter les grandes clientes de rang social élevé, mais aussi les célébrités, les mondaines, pour faire une publicité ciblée. Alors là, je vous renvoie aussi au texte de Marine Kissiel dans le catalogue, puisqu'elle en parle. Elle parle effectivement d'une publicité qui n'est pas directe, c'est une publicité tacite, puisque eh bien, ce rapport à la photographie va être assez trouble. Il n'y aura pas de diffusion dans les revues de mode traditionnelles. En tout cas, il n'y aura pas de diffusion de photographies de socialité ou de photographies de célébrités ou de photographies de mannequins dans des revues de mode. Mais voilà, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'avant, en tout cas, Charles-Frédéric Worth était fasciné par le médium. On le voit avec tous ces portraits de Nadar et cette relation qu'il a tissée avec Félix Tournachon, justement, le grand Nadar. Ici, voilà, je voulais juste revenir sur ce très bel exemple aussi de cette photo de José Maria Mora, de la fille Vanderbilt, habillée en fée électricité. Donc, pareil, vous avez un texte dans le catalogue de William de Gregorio qui la mentionne et qui fait le détail de ce magnifique costume, c'est incroyable. J'aime particulièrement cette photographie et j'ai été aussi assez interloquée de ne pas la trouver en fait dans les pages du Harper's Bazaar. Donc j'ai fait une petite recherche et effectivement dans ce numéro d'avril 1883, la tenue est décrite,
Voilà, elle est absolument ravissante en fait électrique, on décrit la tenue, etc. Mais on ne voit pas de photographie. Donc cette photographie a été consignée dans l'album personnel en fait de Monsieur William K. Vanderbilt et va être ensuite, après, bien des années après, léguée au Museum of City of New York. Donc c'est assez, voilà, c'est assez intriguant. Et je me suis donc demandé comment on passe d'une représentation textuelle de ces socialités à une représentation qui va être graphique, l'illustration, avant qu'au sein de cette représentation graphique, on passe à une représentation photographique. Voilà, c'est là tout le cheminement et puis toutes ces étapes en fait qui vont être franchies, qui vont nous amener au début du XXe siècle, ce qui signifie que ça va prendre plus de 60 ans. Et pour l'heure, donc, ce qu'on constate en 1883 notamment, c'est que eh bien, Charles-Frédéric Worth, tout comme ses concurrents, va utiliser les figurines stéréotypées qui sont dessinées puis lithographiées. Et on voit que les vêtements vont être rehaussés à la gouache pour mieux montrer la coupe du vêtement et le tombé de l'étoffe. Donc ce sont des dessins qui sont exécutés par des ateliers de dessinateurs industriels qui sont spécialisés en mode et costume. Alors ici, la figurine que vous voyez sur cette couverture du Harper's Bazaar est signée de l'illustrateur Adolphe Sandoz, qui va régulièrement d'ailleurs signer des illustrations pour le Harper's Bazaar. Et elles sont à l'intérieur du magazine accompagnées d'articles descriptifs qui offrent la possibilité de commander pour 25 cents le patron du modèle décrit. Et effectivement, on va aussi retrouver ces figurines, non pas dans des revues de mode autres, comme le Harper's Bazaar qui fait exception, mais surtout dans des journaux professionnels. Et ça, Marine Kissienne aussi le dit bien dans son article. Donc, on ne peut pas parler, bien sûr, de système de diffusion de modèles de haute couture par la photographie. C'est trop tôt, puisque Charles-Frédéric Worth n'est pas un cas isolé, hein, bien sûr. Tous ses concurrents aussi utilisent ces figurines stéréotypées. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, la photographie va être utilisée comme une façon de se faire représenter comme un artiste. Et c'est ce que fait ici Charles-Frédéric Worth, finalement, quand il fait appel à Nadar. Vous voyez sa pose, hein, et d'ailleurs son attirail, son costume, il a la blouse du peintre, il pose un peu comme Rembrandt. Et donc son objectif, bien sûr, c'est de créer tout un récit mythique autour de la figure du grand couturier comme artiste. Et là, je vous renvoie aussi au texte de Marine. Mais voilà, on voit qu'il y a tout de même une adéquation entre Charles-Frédéric Worth et ce fameux Félix Nadar. Il l'a choisi alors qu'il est déjà en fin de carrière, fin de vie. Il est assez âgé, Nadar. Il accepte de faire ses photographies pour lui. Et ce qui m'a amené à me demander aussi s'il y a une adéquation entre Worth et un studio en particulier, ou en tout cas s'il y avait une adéquation d'autres maisons de couture avec d'autres studios, ce qui est assez difficile en tout cas à déceler à cette période-là. Ce que l'on voit après, c'est que sous la période d'ailleurs de son fils, hein, de ses fils, Jean-Philippe et Gaston, eh bien on voit que ce système qui va se mettre en place plus donc à la fin du XIXe siècle va permettre effectivement de créer des affiliations entre un studio, un photographe et une maison de couture. Et vous allez le voir après dans la revue Les Modes, on retrouve régulièrement dans les premières années une affiliation du studio Reutlinger, donc Charles Reutlinger, avec la revue Les Modes. Donc au départ, en tout cas, il y a 3 studios qui vont travailler pour une revue spécifique et chaque revue va avoir en tout cas son affiliation avec un studio. Alors l'autre question que je me suis donc demandé, c'est si cette évolution tardive de la diffusion de ces photographies de socialité dans la presse n'avait pas à voir aussi avec la perception, en tout cas négative, comme je vous le disais, du caractère reproductible, ce qui a pu jouer en la défaveur de la considération de cette discipline. Ou bien, est-ce que ce ne sont pas finalement les éditeurs qui sont aussi frileux, puisque les revues de presse, les revues de mode apparaissent donc au milieu en tout cas, se prolifèrent au milieu du XIXe siècle. Elles apparaissent à la fin du XVIIIe avec le Cabinet des modes, qui est un des premiers magazines de mode, mais elles vont proliférer au XIXe siècle du fait de l'amélioration des techniques et d'une plus grande possibilité de reproduire à moindre coût
les gravures et les illustrations et les textes dans ces revues de mode. Donc je me suis demandé si ce n'étaient pas les éditeurs eux-mêmes qui étaient frileux pour placer de la photographie dans leurs pages. Et au final, donc là, j'ai discuté beaucoup avec les dictats, ces collectionneurs passionnés et libraires qui sont prêteurs des portraits de Nadar des portraits de Voort par Nadar dans l'exposition. Et les dictats ont une collection fascinante à la fois d'éphémères, de photographies, de gravures, d'illustrations, etc. Et ce sont en général une grande source d'informations. Et selon eux, effectivement, ce qui semble le plus probable dans ces hypothèses, c'est que finalement, plus que la respectabilité ou la question de la reproductibilité, c'est la question de la qualité de reproduction, donc la question technique qui ici importe et qui va peut-être jouer en la défaveur de cette image qui va arriver tardivement dans les revues, comme je vous le disais. Parce que, en fait, on peut avancer en revenant... Voilà, oui, je voulais revenir à cette gravure sur bois d'après le portrait de Nadar. Ici, ce qui est intéressant, c'est que Voort va faire appel à Fortuné Moll, qui est donc le spécialiste de la gravure sur bois. Et en fait, la gravure sur bois n'est pas la dernière technique à la mode, pas du tout, mais elle reste encore assez employée à l'époque parce qu'elle permettait un rendu très qualitatif. Et donc, c'est ce que cherche ici Charles-Frédéric Voort. Donc, on est sur une avancée technique de reproduction qui est très lente en fait. Et même au début du XXe siècle, pléthore de revues qui vont tirer à 50 000 exemplaires vont finalement galvauder la qualité de la gravure et contribuer en tout cas à un appauvrissement de la qualité de ces compositions qui peuvent être des compositions sans âme ou créer des couleurs mécaniques. Donc voilà, un exemple type, la mode pratique. La mode pratique qui est créée en 1891 et qui est dirigée par Madame Raymond de Broutel va être une des premières à proposer des gravures, des gravures colorisées. Mais on remarque que tout de même ce sont des gravures, enfin en tout cas ce n'est pas une des premières, mais en tout cas une des premières à contribuer à cet appauvrissement de la qualité de la gravure. On peut aussi citer le Petit Écho de la mode, qui va vouloir donc fidéliser de plus en plus de lectrices et qui va bénéficier d'un gros tirage et faire baisser ses prix, et qui est considéré comme finalement une piètre reproduction de la gravure de mode. Autre exemple féminin, une revue qui est lancée en 1901 par Pierre Lafitte et qui va accorder donc aussi une grande place à la photographie de socialité, à la photographie de mannequins, et qui contribue à ce déclin de la qualité de l'image illustrée. Donc cette évolution en fait est une conséquence naturelle, je dirais, du développement que connaît la presse féminine à cette époque-là. Puisque on est passé quand même de l'âge d'or de la gravure au XVIIIe siècle, je vous disais le cabinet des modes, mais aussi la galerie des modes, donc l'ancêtre du magazine de mode, avec des planches illustrées magnifiques rehaussées au pochoir, et le cabinet des modes, qui en fait sont considérés comme le Graal finalement de la haute technique de reproduction de gravure. Donc on passe de ça à la mode pratique, et on voit bien la différence en termes de rendu de couleur, c'est beaucoup plus fade. Alors, je n'ai pas cité le Comédia illustré, mais il fait partie de cette histoire et c'est assez intéressant puisque c'est le père de Michel de Brunoff, donc Maurice de Brunoff, qui va éditer cette revue et qui va voir apparaître à partir de 1908 les premières photographies de mode, donc en noir et blanc, et photographies qui vont être coloriées à la main. Donc voilà, ici, les éditeurs de revues vont poursuivre donc deux objectifs: répondre à la demande de plus en plus élevée des lectrices pour une augmentation des tirages, et proposer des revues à bon marché. Donc ce qui explique que ces premiers essais photographiques ne sont pas vraiment concluants. Et ces premières reproductions vont en tout cas concourir à une désaffection à l'égard de ces procédés photomécaniques. Donc voilà, ce qui explique peut-être pourquoi
eh bien, on a tant tardé finalement à diffuser ces photographies dans des revues de mode. Alors, ici, on est sur une avancée majeure, les modes, un contre-exemple très intéressant. Les modes, donc, vont être édités par Michel Manzi, qui est un éditeur d'art, qui est un ingénieur typographe et qui va inventer ce procédé de la typogravure. Donc pour la première fois, en couverture et en page intérieure, on a des photographies de grande qualité qui sont colorisées. Et là, c'est la première couverture de 1901 que vous voyez ici, du studio Talbot. Et à droite, une photographie de la comédienne Suzanne Avril par Paul Nadar. Alors, cette revue donc, va voir des grands progrès techniques et une efficacité technique qui va dépasser tous ses concurrents. Mais pour le coup, on ne peut pas non plus parler de révolution esthétique puisque c'est une représentation tout de même assez conventionnelle et bourgeoise de la femme. Hein. Donc voilà, là on regarde vraiment la qualité esthétique de la revue. Ce qui m'intéressait ici, c'était de voir, de trouver des toilettes, bien sûr, Vort. Pour comprendre si Vort, les fils Vort, en tout cas deuxième génération, avaient voulu être partie prenante de cette histoire, puisque la revue était quand même considérée un peu comme une revue tout à fait intéressante et d'avant-garde. Donc il fallait y être, si vous vouliez être à la pointe de la modernité, il fallait y être. Et ce que l'on constate, je reviendrai après là-dessus, ce que l'on constate, c'est que finalement, eh bien, Vort, non, n'est pas présent dans ses premières années. Et c'est seulement en 1904 que j'ai trouvé donc première photographie de mannequins, donc de la photographie professionnelle. Ce n'est pas de la photographie de socialité, puisque là, vous voyez, on n'a pas le nom du mannequin, on a la description en fait sommaire du type de toilette, robe de bal en satin rose ou ici robe de bal en peau de soie amarante. Et là encore, ce sont des clichés du studio Reitlinger. Donc après, j'ai effectué d'autres recherches pour voir si, après 1904, on retrouvait énormément de toilettes Vort, et finalement, il y en a assez peu. Ça revient, ça recommence, on va dire, dans les années 1918-19, et dans les années 20, on en trouve beaucoup plus. Donc finalement, la maison Vort n'a pas voulu être vraiment présente dans cette aventure photographique, tout au moins au tout début. Alors, est-ce que ça procède du fait de sa stratégie qui est de faire une publicité indirecte, ou en tout cas une publicité tacite, puisque peut-être qu'effectivement il y a des toilettes Vort qui sont que l'on peut voir apparaître dans les pages de la revue sur des socialités, mais en fait, les toilettes des socialités ne sont jamais légendées. On ne sait pas quel est le nom du couturier, puisque ça faisait partie de la stratégie, bien sûr. Le nom, en tout cas, on pouvait créer une hypothèse sur le type de la toilette, et le nom circulait et concourait à créer une sorte d'aura, de mysticité sur le nom du couturier. Donc voilà, c'est difficile de savoir effectivement si Vort était vraiment présent en termes de photographie de socialité. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant ici, c'est comme je vous disais, si on regarde dans les dernières pages de cette revue, on a une page légendée avec tous les noms en fait des maisons de couture, et ce sont aussi les mêmes qui reviennent. Donc on a beaucoup de Deuillet, de Redfern, de Doucet, mais jamais Vort en fait. Donc là, je me suis aussi demandé si finalement les maisons de couture n'avaient pas aussi une affiliation avec ces revues de mode. Et encore une fois, ce qui pêche ici, ce sont les sources, puisque c'est très difficile de trouver des sources, à la fois des archives dans les maisons de mode aujourd'hui, sur ces sujets-là, puisque une grande partie a été jetée, ou alors il faut retrouver les ayants droit des photographes, et à l'époque, comme vous en doutez, la photographie n'était pas considérée comme le 8e art, ou n'étant pas considérée comme un art tout court, et surtout ce type de photographie professionnelle de mannequin étant considérée comme de la photo commerciale, beaucoup de ces archives ont été jetées. Donc voilà, ce que me disaient les dictats aussi, c'est ça, c'est qu'ils sont contactés par des éditeurs qui leur demandent si des photographes de cette époque-là ont des ayants droit et ont pu léguer des archives, et en fait, c'est très très difficile d'en retrouver. Donc voilà, c'est toute la difficulté, et c'est aussi pourquoi, moi je n'ai pas pu, dans mes recherches de thèse, en creuser vraiment, aller dans cette direction, je dirais, parce que manque de sources. Donc,
petite parenthèse fermée. Je reviens juste sur cette citation-là, qui est intéressante, c'est que dans cette revue-là, on voit dans cet article du premier numéro un éloge de la photographie. Et c'est voilà, une citation tout à fait intéressante, puisqu'ici, on explique que la photographie, dans ce cas-là de plus précis, de plus artistique, pouvait seule fournir une reproduction intégrale de la mode, en ce cas-là de plus nouveau et de plus raffiné. Donc vous voyez, on retrouve toutes ces notions clés que je vous disais. La question, bien sûr, de la nouveauté, de la reproductibilité, la question de la précision, donner de l'information à la lectrice, et la question de la notion artistique, puisque pour brouiller les codes, pour faire oublier que c'est une image qui vend un produit, on va toujours rappeler en fait l'intention artistique derrière cette image. Alors ici, c'est une exception que j'ai trouvée d'ailleurs dans cette fameuse année 1901. Ici, donc, on est sur une photographie de socialité et la maison a été créditée. Alors, est-ce que c'est une acceptation, un accord avec l'actrice, avec la comédienne? Peut-être, parce qu'on sait aussi que les actrices étaient en général des ambassadrices, elles faisaient la publicité tacite des maisons de couture. Et là, donc, ce qui est étonnant, c'est que la maison Paquin est citée. Donc, voilà, encore une fois, je n'ai pas trouvé de maison Worth citée. Et ici, ces fameux clichés Reutlinger, partenaire, en tout cas sponsor officiel de la revue, je dirais, en ces premières années. Voilà. Donc j'avance. Voilà, ici un exemple d'une toilette Worth en 1919 qui apparaît sur la couverture, photo colorisée très belle par le studio Emera. Et ici, bien plus tard, dans les années 20, le studio Manuel Frères, donc Henri Manuel et les frères Manuel, ce sont effectivement des frères, mais ils ont deux studios différents. On retrouve à la fois dans les années fin 1910-1920 ces grands noms de la photographie, donc Henri Manuel, les frères Manuel, mais aussi le studio Talbot. Donc au fil des années, on a l'impression que finalement la revue Les Modes va ouvrir ses partenariats avec d'autres studios. Donc il faudra aussi faire une étude plus approfondie sur cette question-là. Oui, pourquoi je vous ai mis cette Gazette du Bon Ton? Pour vous dire que finalement, même si la maison Worth n'est pas présente au début dans la revue Les Modes, qui est considérée comme une revue d'avant-garde, elle l'est tout de même dans la Gazette du Bon Ton, qui est cette magnifique cette revue d'art éditée par Lucien Vogel à partir de 1912 et qui va en fait faire l'éloge de l'illustration de mode art déco. Donc c'est Lucien Vogel qui découvre toute une nouvelle génération d'illustrateurs de mode et qui va en faire une revue d'exception en termes de qualité, en termes de contenu et de reproduction. Et là, par contre, la maison Worth est très présente. Donc voilà, elle continue à diffuser ces illustrations qui restent son moyen, en tout cas, de promotion et de diffusion privilégié. Voilà. Et ensuite, on arrive donc dans les années 20 et 30 avec la troisième génération et la quatrième génération. Et là, on voit que, par contre, ça y est, la stratégie de diffusion par la photographie est bien entérinée. Et donc là, je me suis encore une fois adressée à mes acolytes, les dictats, pour savoir quels étaient les studios privilégiés de la maison Worth dans ces années-là. Et il s'avère que, principalement, donc les descendants Worth travaillaient avec Henri Manuel, avec Luigi Diaz. Et ce qui nous permet aussi d'avoir ces informations, c'est d'aller aux archives de Paris, puisque aux archives de Paris, vous avez énormément de dépôts de modèles et toutes les productions photographiques des maisons qui sont déposées et qui sont inventoriées avec les dates, les noms, etc. Donc c'est une source incroyable, ce qui m'a permis de vérifier ces informations, de voir qu'effectivement les descendants Worth travaillaient beaucoup avec Henri Manuel, Luigi Diaz et aussi avec Egidio Scaglioni. Mais voilà, encore une fois, ce type de relation, quel type de relation quel type de relation contractuelle était tissée entre la maison de couture, le studio photo et la revue, tout ça reste bien évidemment à creuser et il faut retrouver d'autres sources. Quelle heure il est? Oui, il faut que j'avance quand même. Donc maintenant,
Je reviendrai un petit peu là-dessus. Je vais aborder donc cette grande transition entre photographie de socialité et photographie de mode dans les pages du Vogue, puisque le Vogue nous permet de faire un cas d'étude très intéressant. Ici, donc, vous avez une image de Condé Monrose Nast, qui est le fondateur, enfin, pas le fondateur, puisqu'il a racheté une gazette mondaine en perdition, Vogue, en 1909, et il a décidé de la transformer en une revue élitiste, avec une stratégie très bien menée, c'est-à-dire d'aller chercher des annonceurs qui vont payer très cher finalement leur publicité dans les pages de Vogue, et de ce fait il va monter en gamme la qualité esthétique, le contenu du magazine, et en faire une revue tout à fait élitiste. Donc la revue Vogue était en tout cas assez onéreuse à l'achat. Donc la stratégie de Nast, c'est aussi d'utiliser la mode, la haute couture et la photographie comme une vitrine de la modernité. Donc on va avoir dans les pages du Vogue une utilisation à la fois de l'illustration et de la photographie, et de plus en plus de la photographie dans les années 20 et 30. Et on va voir qu'il va y avoir deux types de conceptions qui vont s'opposer dans les différentes éditions nationales du Vogue. Donc, le Vogue a été racheté par Nast en 1909, et en 1916, il lance une édition anglaise, et en 1920, une édition française. Et pourquoi il va vouloir lancer une édition française ? Eh bien, parce que ce qui l'intéresse avec la France et notamment Paris, c'est ce rapport justement à la création, donc à ces illustrateurs. Il y a tout un vivier de créativité à Paris à cette époque-là. Donc les illustrateurs Art déco habitent à Paris, se forment à Paris, et pour lui, c'est assez difficile d'avoir accès en fait à ces artistes. Donc il veut créer un pont d'or entre New York et Paris, et le fait de lancer cette édition nationale en 1920 va lui permettre aussi de tisser des liens avec ces éditeurs d'art comme Lucien Vogel, comme Maurice de Brunoff et Michel de Brunoff. Pardon, je voulais juste vous montrer les images. Vous voyez, j'ai encore trop de choses à vous montrer. Et puis, voilà, le fameux Michel de Brunoff et Lucien Vogel qui vont jouer un rôle crucial dans cette histoire-là, puisque en travaillant, en acceptant de collaborer avec le Condé Nast, eh bien, ils acceptent justement de dénicher ces jeunes talents, illustrateurs art déco, photographes de mode, et de les envoyer donc travailler à New York et se former à New York. Donc il y a un vrai pont transatlantique qui se crée à cette période-là, sauf que Michel de Brunoff, lui, va vouloir donner une identité un peu plus française au magazine Vogue France, puisque au départ, c'était un peu une pâle copie du Vogue américain. Donc l'idée de Michel de Brunoff et de Lucien Vogel, c'est de dire, voilà, on doit surtout trouver notre identité. Et ils vont le faire en gardant l'illustration. Pour eux, l'illustration reste le médium de prédilection, le médium de créativité de prédilection, puisque l'illustration donne en fait une signature artistique et permet une plus grande créativité, donc une plus grande expressivité. Et c'est pour cela que Michel de Brunoff, en couverture, va privilégier l'illustration par Benito, André Marty, etc. Et ce qui est intéressant, c'est la différence de conception avec Condé Nast et son bras droit, donc je vous montrais tout à l'heure Edna Womansches, c'est de vouloir au contraire à la fois garder l'illustration, mais de plus en plus imposer la photographie de mode, parce que elle est le fer de lance de la modernité, et parce que finalement elle renseigne plus la lectrice, elle donne plus d'informations sur la tenue, parce que le but c'est de vendre des magazines. On est clairement dans une stratégie financière derrière. Et comment j'ai pu avoir accès à ces informations? C'est en me penchant sur ces fameuses sources que j'ai pu trouver à New York, qui sont des sources exceptionnelles, les Condé Nast Papers, et les seules sources que j'ai trouvées dans ce groupe de presse, le groupe Condé Nast, et qui sont en fait des mémos, des télégrammes, des correspondances, des missives qui sont envoyées par Condé Nast à tous ses collaborateurs. Donc on a aussi des enquêtes, des statistiques réalisées avec le directeur artistique, le docteur Aga, et notamment
finalement des missives qui sont des sortes de mails. C'est des ancêtres de mails qui ont été conservés méticuleusement par Condé Nast. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'était sa méthode de travail, mais en tout cas, de 1932 à 1942, on a toutes ces sources qui nous renseignent sur les stratégies financières, les stratégies artistiques, esthétiques de Condé Nast, et qui nous renseignent sur ces études de marché qui sont faites pour analyser les retombées des ventes des numéros. Et là, ce qui m'a intéressé, c'est cette enquête sur 108 couvertures de Vogue, qui sont réalisées entre 1936 et 1940. Et ici, alors il y a 15 pages, c'est énorme. Et ici, en fait, on voit tout un discours entre le directeur artistique, Aga et Nast, sur le pourcentage de retour des ventes en comparant les couvertures photographiques et les couvertures illustrées. Et voilà, il écrit, Aga, j'ai étudié 108 couvertures de Vogue, et j'ai utilisé le pourcentage de retour comme un critère de mesure pour déterminer l'efficacité d'une couverture en kiosque. En posant toutes ces questions, pourquoi les photographies sont plus successful? Pourquoi l'illustration ne peut-elle pas, en tout cas, être l'équivalent en termes de retombées des ventes que la photographie? Pourquoi ne faut-il pas privilégier la photographie couleur à la photographie noir et blanc, etc., etc. Pourquoi la photographie qui représente le vêtement en couverture se vend mieux que la photographie qui représente une nature morte? Enfin voilà, tous les types de photographies qui sont détaillés à la loupe. Et la conclusion finalement est sans appel, c'est on doit passer à la photographie parce que ces couvertures photographiques se vendent mieux. Donc voilà. Alors il y a bien sûr aussi un intérêt esthétique et je dirais une véritable fascination de Condé Nast pour le médium photographique, parce qu'on s'en rend compte dans sa stratégie d'aller chercher les photographes artistes. Donc je reviens à ces premiers photographes pictorialistes qui vont travailler pour Vogue dans les années 1911-1913. Donc là, je vous fais un petit avant-après, vous allez voir la différence. Au départ, donc, quand Condé Nast rachète Vogue, on est sur de la photographie de socialité, dans une rubrique qui s'appelle Portrait. Et c'est très conventionnel, vous voyez, c'est très posé, c'est dans un cadre voilà, qui est illustré. Et à partir du moment où Nast va aller chercher donc, un photographe artiste, qui est le baron de Meyer, on voit que là, hop, on arrive sur une photographie qui se veut artistique, en tout cas qui a une intention artistique. Et là, vous reconnaissez peut-être l'intention derrière, c'est d'appliquer aussi les principes du pictorialisme. Donc je m'arrête là pour vous dire qu'effectivement, il n'y a pas eu de remplacement radical de la photographie par l'illustration. Ça s'est fait au fil finalement des années, et surtout à partir donc, de la fin des années 20. On voit que là, dans les années 30, la photographie de mode s'impose vraiment et devient prééminente dans les années fin 1930. Donc on ne peut pas parler d'une transposition d'un médium à un autre, mais en tout cas voilà, de superposition et de stratégies qui sont aussi tout à fait propres à chaque revue. Le Harper's Bazaar va avoir une stratégie différente. Les éditions internes du Vogue vont avoir des stratégies différentes. Donc voilà. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, ce sont des sources qui sont tout à fait intéressantes, parce que les seules que j'ai pu trouver en interne, dans un groupe de presse, qui nous renseignent sur toutes ces voix, tous ces acteurs, toutes ces stratégies que l'on ne peut pas découvrir dans les jolies histoires de Vogue, en fait, parce qu'il y a énormément d'ouvrages qui ont été édités sur l'histoire de Vogue, et on retrouve un peu les mêmes images, les mêmes récits, mais jamais on rentre dans le cœur du sujet pour comprendre qui était qui faisait quoi, et comment tout cela a été orchestré de façon très méticuleuse par Condé Nast. Donc voilà, ça reste des sources tout à fait importantes. Maintenant, comme je vous disais, tout ce qui nous reste à faire, c'est de retrouver d'autres corpus, d'aller démarcher des maisons de couture, d'aller retrouver des ayants droit pour trouver toutes ces archives et essayer de combler les lacunes de cette histoire de la photographie.